Bonjour Monsieur Combe. Bonjour. Alors tout d'abord, quel est le but du parasismique? Alors, le but du parasismique, c'est essentiellement de sauver des vies. C'est-à-dire que c'est de faire en sorte que les bâtiments ne s'écroulent pas sur les gens et de permettre aux gens de sortir des bâtiments. Parce que là où il y a le plus de blessés ou de morts, c'est quand les bâtiments s'écroulent sur les personnes. Donc pour cela, l'État légifère et impose des règles. Depuis quand ces règles ont été mises en place? Alors en fait, ces règles existent depuis 1955. Mais à l'époque, en 1955, donc c'était 10 ans après la fin de la guerre, c'était que des recommandations. Les premières règles sont apparues en 60. En 1960, donc c'était les règles PS qu'on appelait PS 62-64. Et après, il y a eu plusieurs évolutions. La première évolution après est arrivée en 69, où est sorti le document technique unifié, donc qui définit les règles parasismiques, qu'on dit PS 69. Après, il y a eu une autre évolution en 92, et là, c'était carrément un remplacement. Et le remplacement, il définit les mêmes règles parasismiques plus contraignantes, et qu'on appelle les règles PS 92, avec une particularité pour les maisons individuelles, qui est une règle parasismique un peu allégée. Et après, donc, les dernières évolutions, c'était en 2010, on est passé à l'Eurocode 8. Maintenant, c'est plus au niveau européen, et après, ce sont des directives, des calculs entre chaque pays. La France est-elle soumise à des risques sismiques importants? Alors, la France, elle est soumise à des risques sismiques, mais qui ne sont pas aussi importants comme le Japon. La France, elle est soumise à 5 zones, on va dire, sismiques. C'est-à-dire que la cinquième, c'est les îles. Donc la métropole, c'est que 4 zones. C'est les zones 1 à 4. La zone de sismicité, c'est faible, c'est la 1, et la 4, c'est élevé. Nous, ici, on est en zone 3, c'est-à-dire que c'est moyen. Et les zones de sismicité élevée, ce sont les Alpes et les Pyrénées. Et la zone de sismicité élevée, ce sont les Alpes de Grenoble à Chambéry. Les règles sont-elles les mêmes pour tous les bâtiments? Alors les règles parasismiques sont les mêmes, mais avec plus ou moins de contraintes. Parce qu'il y a deux types de bâtiments, en gros, c'est-à-dire qu'il y a les bâtiments à risque spéciaux et les bâtiments à risque normaux. Donc les bâtiments à risque spéciaux, ce sont les bâtiments qui contiennent style nucléaire ou chimique, donc des substances dangereuses. Et après, les bâtiments normaux, c'est tout ce qui concerne le civil. C'est les bâtiments publics, les centres commerciaux, les écoles, les bâtiments privés, donc les bureaux et les habitations. Alors, au sein des risques normaux, il y a 4 catégories. Il y a les risques minimes, moyens, élevés et importants. Alors, dans les risques minimes, c'est tout ce qui est lié à l'hébergement de courte durée. Après, il y a les risques moyens, c'est tout ce qui est lié à l'habitation, à condition que le bâtiment ne fasse pas plus de 28 mètres de hauteur. Après, il y a les bâtiments élevés, risques élevés, pardon. Ce sont les bâtiments qui ont un risque pour le social et l'économie du pays. C'est tous les ERP, donc les hypermarchés, les commerçants, les bâtiments industriels, et les bâtiments de plus de 28 mètres de haut. Et après, il y a les risques importants. Ça, c'est les bâtiments qui sont liés à la sécurité civile, c'est-à-dire c'est la police, les pompiers, le stockage de l'eau, le stockage alimentaire. Quelles solutions sont apportées à cette problématique? Alors, la solution, ça dépend aussi du type de bâtiment et du matériau avec lequel on le construit. C'est des solutions pour le béton armé, des solutions pour les structures métalliques et pour le bois. Sur le métallique et le bois, en gros, c'est quand même les mêmes solutions. Pour les structures en béton armé, en fait, on va utiliser les armatures que l'on va incorporer dans le béton. Parce que le béton, lui, travaille très bien à la compression, et il travaille très mal à la flexion. Donc en fait, on met des armatures, parce que ce sont les armatures qui vont absorber tous les chocs et les vibrations que va émettre le séisme. Donc on va renforcer essentiellement au niveau des ouvertures, au niveau des angles et au niveau des liaisons de plancher et de la toiture. Et concrètement, qu'est-ce que sont les armatures? Les armatures, c'est tout simplement du métal, c'est de l'acier, qu'on appelle des tors, donc qui sont de plus ou moins une grosse section que l'on incorpore dans le béton, comme je vous l'ai dit juste avant. Et c'est en fonction des calculs que vont émettre les ingénieurs et de la zone de sismicité, on va augmenter la section ou le nombre d'armatures, donc d'acier dans le béton. C'est pour ça qu'on appelle béton armé, parce que le béton, il y a le béton qui est sans les armatures, et le béton armé avec les armatures. Okay. Et par rapport aux autres matériaux comme le bois et les bâtiments métalliques, quelles sont les solutions? En fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que si un bâtiment métallique, suivant la zone de sismicité où il va être, on ne va pas parler d'armature puisqu'il est déjà en métal, donc un poteau par exemple qui va être en 20 cm d'épaisseur, on va le passer en 25, ce qui va aussi augmenter son épaisseur d'acier
Donc ça va permettre de jouer aussi sur sa rigidité. Et en bois, c'est pareil en fait. Le bois, on va augmenter la section du bois. Et c'est surtout aussi au niveau comme un peu l'acier, parce que c'est important, ce sont les croix de Saint-André que l'on met entre les portiques et les poteaux, qui permet de limiter la déformation de la structure. Et en bois, c'est pareil, on utilise des croix de Saint-André en métal, ce qui permet de jouer plus facilement et d'absorber plus facilement les choses. D'accord. Et on a entendu parler de joints entre les bâtiments, pour les bâtiments en béton, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est ce qu'on appelle les joints de dilatation en fait. C'est pas fait uniquement, c'est pas fait uniquement pour le séisme, oui et non, mais, parce qu'on le met des fois entre le bâtiment neuf et le bâtiment ancien pour éviter les tassements différenciés. C'est-à-dire qu'un bâtiment ancien, il a déjà travaillé. Un bâtiment neuf, il va travailler, quand il va arriver, il va forcément avoir une incidence sur le sol. Donc c'est pour éviter que les bâtiments se touchent. Et en cas de séisme, c'est le même principe. Donc on les recoupe en gros tous les 1 ou les 25 mètres. C'est pour éviter que si le bâtiment, il y a une forte sollicitation, c'est sûr qu'ils vont se toucher à un moment donné. Mais c'est pour éviter qu'ils se touchent trop rapidement. Donc pour éviter des tassements différentiels et qu'un bâtiment s'écroule rapidement sur l'autre. D'accord. Et on a aussi entendu parler de sortes d'éponges en dessous des bâtiments pour absorber. Oui, ce sont des cylindres, en fait, c'est des éléments en caoutchouc que l'on met, mais en France, moi je l'ai vu une fois, ça utilisé, c'était il y a très longtemps quand je faisais mes études, c'était pas pour allier au séisme, mais c'est un peu le même principe, c'était pour le Corum à Montpellier, comme il était construit en bord d'une voie ferrée, toute la zone de l'opéra, l'orchestra et tout le reste, était construit uniquement sur des ressorts, pour éviter que les vibrations du train qui passe aient une incidence sur la musique et les musiciens qui jouaient dans l'orchestre. Mais après, c'est vrai que ça s'utilise beaucoup, notamment en Suisse, ils l'utilisent pas mal, et notamment au Japon, bien sûr, ce qui permet bien sûr d'absorber fortement les sollicitations des séismes. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mais,